Bonjour et bienvenue sur notre vidéo de présentation sur la fibromyalgie. Nous allons diviser cette vidéo en 3 parties. Un bref historique, sa première description, quelques étapes notoires de sa reconnaissance au travers de l'histoire. 2. La définition de la fibromyalgie proposée par la Haute Autorité de Santé en 2010. Et 3. Ma conception du suivi des patients fibromyalgiques. Si vous souhaitez accéder à un de ces chapitres en particulier, vous trouverez dans la description des codes temporels qui vous permettront de sauter précisément de chapitre en chapitre. Dans cette même description, vous trouverez aussi les liens vers les références nous ayant permis d'écrire cet article et le lien vers notre site internet. Partie 1. Historique. La fibromyalgie est très documentée et de nombreux noms s'y rattachent. Mais voyons brièvement comment, au fil des siècles, a évolué la perception de la pathologie. Au XVIe siècle, le médecin français Guillaume de Bailloux décrivait des cas de douleurs diffuses et généralisées qu'il appelait alors rhumatisme. Ce terme va évoluer jusqu'au XIXe siècle en s'affinant progressivement, déterminant que ce problème serait le résultat d'une inflammation des tissus conjonctifs ou des muscles. Au XIXe siècle, le médecin français Valex met en évidence une série de points sensibles à la pression dans le cas de névralgie. L'étiologie s'oriente alors plutôt vers des lésions nerveuses périphériques, d'inflammation des tissus mous, les termes de fibrosite et de myosite font leur apparition, ou de névrose hystérique, c'est-à-dire qu'à cette époque, on considérait que le patient était devenu hystérique et qu'il devait être interné. Au XXe siècle est explorée la possibilité que la pathologie soit d'origine psychologique. Un médecin du nom d'Hellman propose en 1950 le nom de rhumatisme psychogène. Le terme de fibromyalgie n'apparaît, lui, qu'en 1976 dans les travaux du Dr Hench et est popularisé en 1977 par des auteurs canadiens du nom de Smythe et Moldovsky. Le syndrome décrit des douleurs diffuses chroniques, une fatigue souvent intense et des troubles du sommeil. En 1981, une étude contrôlée de Muhammad Yunus semble démontrer qu'il n'y a pas de corrélation entre des problèmes psychologiques ou psychiatriques et le syndrome de fibromyalgie. En 2007, ce même chercheur met en évidence une sensibilité du système nerveux central qui serait à la base de syndromes fonctionnels comme l'intestin irritable, la cystite interstitielle, la dysménorrhée primaire et d'autres. Je renvoie à la consultation de l'article pour en avoir un détail complet. En 2010, la Haute Autorité de Santé propose cette définition. Le syndrome fibromyalgique, ou fibromyalgie, ces deux termes sont utilisés indifféremment dans la littérature internationale, se caractérise par des douleurs diffuses, persistantes, ayant un effet sur les capacités fonctionnelles, en les amoindrissant de manière variable selon les personnes et dans le temps. La douleur chronique en est le symptôme principal. Elle est singulière, diffuse, persistante, variable selon le moment. Elle peut parfois prendre la forme d'une hyperalgésie ou d'une allodynie. Les personnes qui ont un syndrome fibromyalgique souffrent très fréquemment de fatigue chronique et de perturbations du sommeil, mais aussi de troubles de la cognition, de perturbations émotionnelles, comme on a pu le constater chez les populations de patients douloureux chroniques. Il semble que la douleur soit constante, alors que les autres symptômes peuvent être différents d'un patient à l'autre et se modifier au cours du temps. C'est ce que tentent à montrer les résultats des enquêtes menées dans le contexte de soins français. Les symptômes associés à la douleur chronique ne concernaient qu'une partie des patients. La douleur, les troubles de la mémoire, la difficulté de concentration, les troubles attentionnels, la fatigue entraînent des difficultés dans les activités de la vie quotidienne. Des répercussions familiales et sociales, avec des difficultés à se maintenir dans l'emploi, un repli sur soi, un isolement et une qualité de vie amoindrie ont été rapportés par les patients aussi bien dans la littérature française que chez les patients interviewés dans le cadre de ce rapport. Fin de citation. Cette année, le 10 octobre 2020, se tiendra une conférence de partage d'expertise sur la fibromyalgie. Je m'y tiendrai, curieux pour en apprendre davantage sur ce que mes collègues et confrères font de leur côté. 3.
mon travail auprès des patients fibromyalgiques. La description proposée par la Haute Autorité de Santé me semble juste. La douleur chronique, la fatigue, les soucis de sommeil, les troubles de mémoire, et bien d'autres. Mais j'ajouterais que je constate, dans le petit échantillon qu'il m'a été donné d'étudier, que les personnes fibromyalgiques sont souvent anxieuses. La plupart prennent la gestion du bien-être de leur famille et ou de leurs amis très à cœur, ce qui produit d'une part de la nervosité et aussi, d'autre part, une grande consommation d'énergie. Mes patientes semblent manquer d'outils pour gérer cette anxiété. Ensuite, les patientes sont débordées. D'une part, parce que leurs symptômes conduisent à des démarches médicales multiples, variées et complexes, et d'autre part, parce qu'il devient difficile de jongler entre cette complexité et la vie quotidienne. Il est nécessaire de fixer des objectifs et de les organiser pour tirer le meilleur parti des consultations et des soins, et les incorporer au mieux à la vie quotidienne. Il y a encore beaucoup à dire sur la fibromyalgie. Dans le prochain contenu, nous reviendrons sur les outils que nous dispensons pour mieux vivre avec sa pathologie et en sortir grandi. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations et prendre rendez-vous, le lien du site se trouve en description de cette vidéo. Nous en sommes convaincus, la vie est une chance et les obstacles des opportunités.